Merci beaucoup pour votre disponibilité pour cet entretien. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années dans le combat syndical pour la lutte des droits des travailleurs et pour la justice sociale. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à rejoindre cette lutte? Bonsoir déjà, et c'est avec joie que je réponds à vos questions. Il faut dire qu'en entreprise, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup d'injustice sociale et les camarades ou les collègues qui étaient avec moi, pour la plupart, ils ne connaissaient pas leurs droits. Et étant donné que j'avais constaté beaucoup d'anomalies en ce qui concernait le travail des travailleurs dont les employeurs ne respectaient pas leurs droits et leurs intérêts, je me suis donc engagé en me disant que on ne peut pas rester sans ne rien dire. Et depuis, le combat, la lutte m'a impressionné, et pendant des années, donc, je suis resté dans le syndicat. Je n'ai pas été déçu. Je me suis toujours battu pour que mes droits déjà et ceux des travailleurs soient toujours respectés. Un des défis que les jeunes rencontrent justement dans le cadre du mouvement syndical, c'est d'abord de participer, mais aussi de rester dans le mouvement syndical, justement pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pouvez, pour un jeune qui souhaite aujourd'hui adhérer à un syndicat, quel message vous allez lui adresser? Il faut qu'ils soient résilients, parce que les jeunes, ils veulent tout avoir, comme on est dans l'ère de la vitesse, ils veulent tout avoir tout de suite, et il faut qu'ils soient conscients qu'on ne peut rien avoir si on n'est pas bien imprégné de ce dont on doit se prévaloir. Donc, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient, comme je l'ai dit, résilients, et qu'ils soient vraiment engagés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais les jeunes, je pense qu'il ne faut pas qu'ils pensent que tout va arriver tout de suite. Il faut effectivement qu'ils s'engagent et qu'ils acceptent de lutter. D'après votre expérience au Cameroun, quelles sont les priorités les plus urgentes pour un nouveau contrat social qui réponde efficacement aux besoins des travailleurs au Cameroun, mais surtout de la région à l'Afrique centrale? Oui, quand on observe un peu en matière de contrat social, on se rend compte qu'il y a une perte de confiance entre les parties. Nous n'avons pas, je vais parler du cas du Cameroun, où effectivement les règles de jeu ne sont pas toujours respectées. On va dire que notre partenaire gouvernemental, bien qu'il y ait des bonnes lois, ne respecte pas toujours, et ça crée un état de défiance entre les partenaires, qui fait que effectivement le contrat social, on se rend compte qu'il est rompu d'un côté. Et d'autre part, effectivement, nous pensons que ce qu'il y a d'urgence à faire, c'est aussi l'intégration. Il faut qu'on intègre tout le monde dans ce contrat social, surtout les travailleurs du secteur informel. Au Cameroun, on a créé, la CNPS a fait le contrat individuel pour avoir sa pension, mais ça ne satisfait pas, parce que, ils l'ont fait sans effectivement demander aux travailleurs ce qui pouvait les arranger en matière de protection sociale. Et nous sommes encore là-dessus, à faire en sorte que tout le monde soit intégré, qu'il n'y ait personne, parce que cette protection sociale est très importante pour que les travailleurs commencent aussi à sentir une certaine prise en compte par les fois, parce que là, ils sont comme des laissés pour compte, et ce n'est pas bien. Un des défis que nous rencontrons en Afrique francophone, c'est la question de l'unité du mouvement syndical. On parle souvent de la prolifération des organisations syndicales dans la région francophone. Selon vous, quels sont les efforts à réaliser pour unifier les syndicats à travers l'Afrique autour d'un agenda commun pour les droits des travailleurs, mais aussi pour renforcer les protections des couches vulnérables, en particulier les travailleurs de l'économie informelle? Je pense que malgré la prolifération, effectivement, c'est un problème.
Mais comme le fait est là, nous pensons qu'il faut créer des réseaux pour qu'il y ait des liens entre les organisations de travailleurs, que ce soit à l'intérieur ou au niveau de la sous-région, afin qu'ils puissent discuter ensemble, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Je crois qu'au niveau de l'Afrique centrale, on a commencé à le faire avec les femmes, c'est-à-dire toutes les femmes de la sous-région. On a pratiquement les mêmes problèmes et on commence à vouloir faire des propositions de telle manière que ce soit la sous-région qui propose. Et ça nous permet, quand nous posons le même problème partout, de faire des pressions politiques sur ceux qui prennent des engagements ou qui sont à la décision. Donc, nous pensons effectivement qu'il faut créer ces réseaux-là. C'est très important pour que nous tous, nous parlions d'une même voix. Pour regarder l'avenir, il y a un sommet très important qui se tiendra cette année concernant le deuxième sommet mondial pour le développement social qui est prévu au Qatar. Justement, selon vous, quelles pourraient être vos recommandations pour renforcer le rôle de l'OIT et ses mandats, en particulier les organisations des travailleurs, pour la mise en œuvre des conclusions de ce sommet pour façonner le monde après 2030? Nous pensons que l'OIT doit être un peu moins diplomatique parce qu'il y a de bons textes, on a des conventions, mais comme il y a beaucoup de diplomatie qui joue, les pays, les gouvernements ne se sentent pas souvent obligés. Donc je pense que les mécanismes de suivi de tout ce que nous allons dire ici doivent être renforcés afin que l'on voit effectivement, que l'on suive effectivement si les partenaires ou les mandants suivent chacun en ce qui le concerne, ce qui a été dit et ce qui a été accepté de commun accord. Il n'y a que dans ce sens-là, si les mécanismes de suivi sont bien huilés, ça peut nous permettre d'avancer un peu. Madame Rosé, merci beaucoup. C'est moi qui remercie.